Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir d'être avec vous en ce beau vendredi après-midi. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas abordé la cybersécurité, mais ça reste un sujet très important et d'actualité. Donc, nous revoici à nouveau sur ce thème-là. On vous parle aujourd'hui d'une solution MDR, qui est l'acronyme pour Managed Detection and Response, qui est un outil de surveillance et qui permet de détecter aussi les incidents de cybersécurité. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard, plus en détail, mais ce n'est pas le fameux acronyme que vos ados vous textent peut-être. Ce n'est pas mort de rire, c'est vraiment un outil de cybersécurité. Ça a longtemps été un outil qui était réservé pour les plus grandes entreprises, mais avec les sophistications ou les menaces de plus en plus sophistiquées informatiques actuellement, de plus en plus de PME ont besoin de ce type d'outil-là qui est maintenant requis pour la plupart des entreprises et qui permet vraiment de protéger son organisation. Rapidement, pour faire une petite image, c'est un petit peu comme un remplacement d'un système d'alarme chez vous. Si un voleur s'approche, ben non seulement il détecte le voleur, mais il met les barricades pour l'empêcher de rentrer. Donc, c'est un petit peu l'analogie là, dont on voulait vous partager cet après-midi, sur ce que fait un MDR. Alors, allons-y plus loin avec les experts. Aujourd'hui, à l'agenda, et mes collègues qui sont avec nous, Bernard, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Bernard, merci d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Et Jonathan, qui est là également, spécialiste en cybersécurité, l'acolyte de Bernard. Alors, à l'agenda aujourd'hui, on vous parle de qu'est-ce qu'un MDR pour commencer. Pourquoi utiliser un MDR? Quel type d'organisation, pour qui est-ce que c'est pertinent? On va aller directement dans la plateforme MDR pour vous montrer un peu là, ses fonctionnalités, notamment, et on va regarder ensemble l'interface. Comme d'habitude, on va répondre à vos questions-réponses tout au long du webinaire, mais surtout à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de clavardage prévue à cet effet. Alors, sans plus tarder, rapidement, un petit état actuel là, du paysage des cybermenaces au Canada. On ne vous apprendra rien en vous disant que c'est toujours en mode accéléré. On parle de 61% des PME qui ont été la cible d'une cyberattaque là, au cours de la dernière année. C'est énorme. Quand je regarde le nombre de participants ici aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a plus qu'un sur deux d'entre vous. Donc, vous savez de quoi on parle et que 95% de tous les incidents de cybersécurité affectent les PME, coûtent plus de 650 000. Donc, ça fait mal à un chiffre d'opération. Quand on regarde le coût des MDR qui sont de plus en plus accessibles, des fois, ça vaut la peine de faire le petit investissement qui nous évite des grands pépins. Et bon, 67% des cybervictimes sont à nouveau attaquées au cours de l'année suivante. Donc, c'est pas vrai parce que ça nous arrive une fois après ça, ça nous arrive plus. On est off the radar ou en dehors du radar. Donc, voilà, c'est un peu notre état actuel du paysage des cybermenaces au Canada. Et finalement, au niveau du type d'attaques qu'on voit de plus en plus et qui sont très fréquentes, les attaques d'hameçonnage dont on vous a déjà parlé, notamment les mauvaises configurations qui ne sont pas une attaque mais qui laissent rentrer les attaquants, les vulnérabilités diverses et la faible visibilité des activités malicieuses dont on n'est pas assez conscient de ce qui peut se passer dans notre environnement. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à nos spécialistes qui vont vous parler directement de ce qu'est un MDR. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette introduction-là et cette présentation-là. Donc, comme tu viens de le présenter, on va regarder ensemble qu'est-ce que le MDR. On va commencer avec différentes petites vulgarisations de certains termes techniques parce que trop souvent, le monde informatique est constitué de beaucoup d'acronymes. C'est pas parce qu'on veut complexifier les choses, mais on va essayer de les démystifier légèrement ici aujourd'hui pour permettre aux gens de voir la nuance entre tout ça. Donc, MDR, certaines personnes pourraient confondre ça avec un EDR. Un EDR, c'est plus orienté pour supporter les terminaux, donc les endpoints qu'on appelle. Donc, des postes de travail, des serveurs et autres. Donc, un MDR, c'est différent, alors que lui est focalisé sur les points, des points
de terminaison, ceux qui sont utilisés par les utilisateurs. Le MDR, on va le voir un petit peu plus tard, il est beaucoup plus global. D'autres systèmes qui vont, eux, être plus focalisés sur le réseau vont être des NDR. Donc, vous voyez la constance. Il y a soit le Endpoint Detection and Response ou le Network Detection and Response. Donc, de par son nom, l'attention est portée plus sur le réseau pour tout analyser le trafic et, si possible, soit alerter ou soit intervenir pour confiner. Il y a aussi des XDR. Bon, le XDR, c'est un petit peu plus évolué que le EDR, donc sa portée, elle n'est pas exclusivement sur les terminaux, elle peut être multidimension. Donc, ici, vous prenez par acquis qu'il y a des fonctionnalités à la fois d'un EDR et d'un NDR, ainsi que d'autres aspects de l'environnement informatique qui vont être couverts par un XDR. Alors, chacune de ces solutions-là vient avec des fonctionnalités. Ces fonctionnalités-là permettent une protection, mais un des gros éléments distinctifs du NDR, c'est son volet Manage. Donc, c'est le fait que cette solution-là n'est pas seulement apte à faire de la surveillance et de la détection, c'est-à-dire autant sur les terminaux que sur les endpoints, que sur les équipements réseau, que sur d'autres services qu'on va voir tantôt, mais c'est surtout qu'il y a une notion de gestion qui est présente. Donc, une veille et une proactivité qui est en place, alors que souvent, les autres outils que j'ai cités précédemment, ce sont des outils qui vont nécessiter une présence humaine et une surveillance. Il y a certains automatismes qui sont en place, mais souvent, il va y avoir une attention qu'il y ait un petit peu plus de présence humaine. D'ailleurs, Jonathan va nous présenter à l'instant quelques-unes de ces fonctionnalités-là d'un MDR. Donc, Jonathan, je te laisse la parole. Oui, merci Bernard. Donc, un MDR, en fait, c'est un service de sécurité qui permet aux organisations de centraliser la surveillance, la détection et la réponse aux incidents de cybersécurité grâce à la force de corrélation des activités suspectes observées dans l'ensemble d'un environnement informatique. Donc, le gros avantage du MDR, c'est qu'on va retrouver absolument tout au même endroit. Autant de la surveillance, donc tous les logs qu'on pourrait avoir de l'environnement physique de l'organisation, tant que les logs aussi de l'environnement Microsoft 365, par exemple. On va avoir également tout ce qui est les détections. Tout va se retrouver au même emplacement. Et le gros avantage aussi du MDR, c'est qu'il y a une équipe d'experts en sécurité là, qui est disponible 24/7 et qui surveille les réseaux et les systèmes là, à la recherche d'activités suspectes. Donc, il y a toujours une présence humaine en arrière. On a aussi... En fait, ce qui va arriver, c'est qu'aussitôt qu'il y a une menace qui est détectée, bien, il y a des automatismes qui sont en place. Donc, l'outil intégrant un EDR à l'intérieur va pouvoir effectuer certaines remédiations automatiques grâce justement à l'intelligence artificielle. Et après ça, ben, c'est l'équipe d'experts qui va pouvoir prendre le tout en main. Si jamais il y a quelque chose de très urgent, c'est eux autres qui vont s'occuper de notifier les principaux acteurs. Merci beaucoup, Joe. Je t'ai appelé Joe, désolé, trop habitué. Merci, Jonathan. De façon plus formalisée. C'est bon. Donc, à mon tour, je reviens avec pourquoi utiliser un MDR? Donc, l'utilisation d'un MDR, pourquoi une entreprise devrait songer à utiliser un MDR? Parmi les principales raisons, je dirais que ce n'est pas toutes les organisations qui ont vraiment toute cette expertise-là déjà à l'interne. Donc, soit parce que les organisations font face à un manque de ressources et ou de ressources qui n'ont pas tout à fait l'ensemble de toutes les compétences, eh bien, ça peut être là une des très, très bonnes raisons pour lesquelles une entreprise devrait songer à une solution MDR qui va non seulement permettre d'ajouter de la sécurité, mais amener toute cette compétence-là externe et aussi la présence. Parce qu'on a beau avoir de la compétence, il est difficile de garder cette compétence-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à son poste pour surveiller nos systèmes. D'accord? Il faut aussi garder en tête que de plus en plus, les menaces informatiques deviennent de plus en plus sophistiquées. Et il est utopique de penser que peu importe qui sont nos gens à l'interne, ils vont être capables de se tenir à jour avec toute la diversité des attaques qui existent. Le fait de faire affaire avec un leader puis une entreprise qui est chef de file dans la gestion avec des outils, avec un MDR comme ça va venir permettre de bénéficier de l'expérience que ces produits-là ont eu à l'égard
dans d'autres environnements que le nôtre, donc celui de l'entreprise qui s'en porte acquéreur, pour pouvoir bonifier puis bénéficier de toute cette expérience-là et des automatismes de protection qu'ils vont mettre en place aussi. Donc, on profite non seulement de leur disponibilité, mais aussi du fait qu'ils ont des compétences qui grandissent de fois en fois avec les expériences des autres passés. Marie-Ève l'a cité tout à l'heure, des cyberattaques, c'est quand même très, très, très dispendieux. On a vu des chiffres, ce sont des chiffres qu'on ne veut pas avoir à débourser nous-mêmes. Donc, il est de loin plus judicieux d'être proactif et d'investir dans une solution comme celle-ci afin d'être en mesure de très, très, très promptement interrompre une forme d'attaque lorsqu'elle se manifeste. Et puis, lorsqu'on a les bons outils bien configurés correctement, eh bien là, c'est là qu'on a le plus de retombées positives de ça. Finalement, parmi tous les items qui sont à l'origine des attaques de nos jours, Marie-Ève en a cité quelques-unes tout à l'heure, c'est sûr que la réactivité et la proactivité sont vraiment des outils clés pour venir faire face à toutes ces menaces-là, à tous ces risques-là, puis réduire la surface d'attaque et l'ampleur des certaines attaques lorsqu'elles arrivent. Donc, toute entreprise qui va avoir un système de surveillance qui est proactif, puis qui a des automatismes qui sont en place plutôt qu'une présence humaine qui va être réactive après avoir remarqué les méfaits ou les systèmes qui sont compromis ou autres, eh bien, ça, c'est très, très, très bénéfique. Ça devrait être une autre des bonnes raisons pourquoi les entreprises devraient tenter d'opter vers un MDR plutôt que d'autres produits qu'on a énumérés plus tôt. Bon, rendu ici, à quel type d'entreprise s'adresse un MDR? Certaines personnes vont se demander, est-ce que c'est pour les PME? Il y a quelques années, ça aurait été difficile d'être pour les PME parce que c'était quand même assez dispendieux comme solution. Avec la démocratisation puis les automatismes, l'intelligence artificielle et tout, il y a beaucoup plus d'accessibilité qui est rendue possible. Donc, assurément, les MDR, les PME devraient sérieusement songer à ça. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont des organisations qui parfois n'ont pas des grosses équipes internes qui sont capables de pallier à ça, ou ce qu'on appelle communément un SOC, donc un Security Operations Center, donc un regroupement de spécialistes qui sont à l'affût de tout incident qui pourrait les alerter pour pouvoir intervenir, ce qui est le cas d'un MDR. Même les entreprises qui ont ou qui n'ont pas une équipe de TI à l'interne vont bénéficier d'avoir un MDR, soit parce que s'ils n'en ont pas, ça amène une présence et un réconfort proactif, et pour ceux qui en ont, mais ça va réduire la pression pour eux, ça va les permettre de se concentrer sur d'autres choses qu'être constamment en mode surveillance pour essayer de trouver la possible brèche qui est en train de se faire exploiter. Les entreprises qui œuvrent dans des secteurs réglementés, on le voit de plus en plus dans notre clientèle, beaucoup d'organisations se font exiger par des gros donneurs d'ouvrages d'être conformes, de respecter des bonnes pratiques, de respecter des cadres normatifs ou des cadres réglementaires pour continuer à faire de la business avec eux. Donc, lorsque les organisations doivent démontrer une certaine rigueur, conformité d'un point de vue TI, afin d'être capables de rencontrer les exigences de certains de leurs clients, eh bien, ces entreprises-là vont vraiment aller chercher, en bon québécois, un edge, donc un avantage concurrentiel sur leur compétition, s'ils sont munis de ce genre d'outils-là. Ça ne fait pas tout, ça ne donne pas une conformité instantanée, par contre, ça vient donner un bon coup de main. Les organisations qui ont des infrastructures complexes, plus on a de surface d'attaque, plus on a besoin d'être vigilant, d'être attentif, d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Alors, plus il y a de surface d'attaque, plus il y a de risques d'attaque aussi. Alors, avec des bons outils qui font la bonne surveillance, la bonne analyse, la bonne corrélation des événements, c'est-à-dire d'entrecroiser des informations qui proviennent de différents systèmes, alors plus on va être en mesure de bien se protéger. Et c'est souvent le cas des entreprises qui ont des infrastructures plus complexes. Ça fait beaucoup de choses à surveiller simultanément. Et si on veut faire ce cours, c'est pour toutes les organisations qui sont soucieuses d'améliorer leur cybersécurité et qui veulent être davantage proactifs pour éviter de se retrouver avec des situations, je vais appeler ça des situations 911, là, mais des situations où ils sont mis devant le fait accompli, l'attaque est survenue et là, ils sont en contrôle de dommages plutôt qu'être de façon proactive, promptement alertés avec des automatismes qui auront
interrompu l'attaque, telle que bloquer un compte, isoler un poste de travail. Voilà où nous en sommes avec la solution. À partir de maintenant, on va vous démontrer, on va vous présenter quelle est notre solution MDR. Et ça, c'est Jonathan qui va faire ça pour nous. Alors, Joe, je te laisse la parole une fois de plus. Yes, merci Bernard. Donc, le produit qu'on a sélectionné ici chez MS Solutions est Covalence. Donc, on a utilisé et testé plusieurs produits dans les dernières années, puis celui qu'on préconise le plus, en fait, c'est celui qu'on préconise et Covalence. Pourquoi? Parce que c'est la solution la plus complète qu'on a vue, la plus conviviale et la plus efficace. Elle offre une surveillance centralisée, une protection qui est globale, donc autant network local que sur les postes directement en endpoint. Elle combine également l'apprentissage automatique. Donc là, ça permet de bénéficier aussi des détections et des automatismes qui auraient pu être apportés chez d'autres clients là, selon certains types de menaces. Donc, on peut bénéficier de cette intelligence artificielle-là aussi. L'analyse du comportement, donc ça va permettre d'analyser les fichiers avant même qu'ils se retrouvent sur les postes des utilisateurs ou sur les serveurs. Donc, ça rajoute une couche de sécurité, donc ça empêche le fichier d'atteindre l'ordinateur dans le cas où ça sera un fichier malveillant. Et ensuite, l'expertise humaine qui est là pour détecter et répondre aux menaces en temps réel 24/7. Donc, c'est principalement les raisons. Et la plus grosse raison, pourquoi on l'a choisi, parce que selon Software Reviews, Field Effect là, est les meilleurs dans les MDR là, sur le marché présentement. Donc, les fonctionnalités clés, l'analyse de vulnérabilité. Covalence effectue en continu une surveillance des systèmes pour mettre en lumière les vulnérabilités à corriger de façon préventive. Donc, ici, par exemple, on peut voir un gros exemple, les mises à jour de sécurité de Microsoft qui sortent à chaque 15 de chaque mois. Si les mises à jour ne sont pas faites la journée même, le 16, on a Covalence qui va nous informer qu'il y a certaines vulnérabilités qui sont corrigées par ces mises à jour-là, qui sont présentes sur les postes et qu'on doit les colmater. Ensuite, détection des menaces. Comme mentionné tout à l'heure, Covalence combine plusieurs techniques pour détecter les menaces comme l'intelligence artificielle, l'analyse du comportement, puis les analyses de journaux. Donc, il va pouvoir les analyser jusque dans les journaux Windows, les connexions des utilisateurs, les réseaux aussi utilisés par les différentes configurations réseau qu'on pourra avoir sur les postes. Chasse aux menaces. Donc, les analyses de Covalence surveillent et corrèlent toute activité. Donc, endpoint, réseau, cloud, pour détecter les attaques dès les premiers signes. Donc, c'est pas à cause qu'une entreprise qui n'a pas vécu une attaque qu'une autre entreprise ne l'a pas eu. Donc là, avec l'expertise de ces gens-là, peut faire en sorte que si l'attaque est survenue chez un client, mais pas encore chez vous, ça va être dans la chasse aux menaces, donc ça va empêcher cette menace-là, en tout cas, de se rendre jusque très loin dans le réseau. Ensuite, enquête et réponse. Donc, Covalence détecte une menace. Ensuite, c'est les experts qui l'investiguent puis ils prennent des mesures rapides et adaptées pour neutraliser selon les préférences définies. On a aussi des automatismes que le produit va prendre sur certaines menaces qui sont déjà préexistantes. Donc, l'équipe d'experts, eux autres, vont entrer en jeu lorsque les menaces sont nouvelles et ne sont pas répertoriées. Ça va pouvoir nous aider justement à être proactifs là, dans ces menaces-là. Ensuite, la journalisation, rapport et conformité. Covalence, ça nous fournit des tableaux de bord, des rapports qui sont très détaillés sur les activités des sécurités. Il n'y a pas trop d'informations, mais il y en a juste assez pour que tout le monde puisse comprendre l'information qui se trouve. Puis ça va permettre justement aux entreprises de répondre aux exigences là, de conformité qu'ils pourraient avoir, par exemple, avec les assurances cyber-risques. Donc, comme on l'a vu, Covalence, c'est un MDR, mais c'est aussi plus que juste un EDR, un XDR ou un SOC. On pourrait prendre en considération que c'est un peu tout ça qui est dans le service de MDR de Covalence. Merci beaucoup, Jonathan.
Donc, comme vous le voyez dans ce tableau-là, un MDR, ça cumule une multitude de fonctionnalités. Alors, quand vous entendez parler de certains de ces systèmes-là individuellement, ils ont tous de très bonnes utilités, de très bonnes fonctionnalités, puis ils rendent de très bons services. Quand vous rassemblez tout ça ensemble et que vous assurez qu'une équipe de spécialistes le surveille de façon continue, donc dans un SOC, un Security Operations Center, alors là, c'est là où l'organisation tire les plus grands bénéfices. On va regarder rapidement ensemble un petit peu l'interface. On va vous présenter quelques captures d'écran quand même à vitesse grand V là, pour ne pas trop s'y attarder. Mais ça va vous donner une idée de quelles sont les différentes sections, quelles sont les différentes parties qui peuvent être d'intérêt pour toute personne qui doit utiliser le MDR, puis de quelle façon l'outil est quand même très convivial, puis présente bien son information. Puis, une fois cette présentation des quelques diapositives-là, on va ensuite de ça aller vous montrer l'interface elle-même en se promenant dans la console. Donc, d'abord, avant tout, ici, si on devait faire une présentation très rapide, il y a bien sûr une notion de tableau de bord qui, déjà, d'entrée de jeu, fait une démonstration visuelle de sa portée, autant les postes internes que vous pouvez voir dans la portion en bas plus à droite, que ce soit portable ou poste de travail. Lorsqu'on se déplace plus vers la portion droite du graphique visuel, il va y avoir les équipements réseau qui permettent de faire de l'analyse de trafic. Il y a aussi même des fonctionnalités de pare-feu DNS, petites fonctionnalités qu'on va parler tout à l'heure. Donc, une façon de protéger à la fois l'organisation, mais aussi son trafic et les requêtes de résolution de nom qui passent dessus. Et aussi, il y a la capacité d'apporter des intégrations à même le même outil global, donc qui est le MDR, pour aller jeter un œil puis faire une surveillance active sur les services cloud qui sont en ligne et qui sont consommés. Comme ça, lorsqu'une attaque survient ou lorsque des activités étranges surviennent, soit dans le réseau local, soit sur le segment réseau, soit sur le pare-feu directement qui fait votre périmètre de sécurité ou dans votre environnement hébergé dans l'environnement cloud, bien, il y a déjà une surveillance active qui est présente. Très rapidement, comme ça ici, une page de statut qui permet d'avoir une petite idée de quels sont tous les services et sous-services qui sont présents. On fait apparaître quelques petits exemples. Si on avait pu déployer tout, puis que ce soit éloquent, on l'aurait fait, mais malheureusement, actuellement, c'est un petit peu trop, trop petit pour l'afficher, d'où les petites fenêtres superposées que je vous ai affichées. Il y a les ARO. ARO, l'acronyme pour ARO, c'est très simple, c'est Action, Recommendation and Observation. Donc, c'est ici que le plus gros du travail dans le MDR va se faire. C'est ici qu'est rapportée l'information qui est pertinente d'être portée à votre attention. Et je vous montrerai tout à l'heure dans un rapport un emplacement où, dans certains rapports, vous voyez le nombre d'événements qui ont été analysés versus le nombre de ARO qui ont été rapportés. Et c'est là qu'on voit toute la force d'un très bon MDR. Alors, il ne fait pas que rapporter de l'information, il rapporte de l'information pertinente. Jonathan, tu n'oublies pas, tu m'interromps, fais quelque chose. Sans problème. Petit exemple ici de ARO, on va aller en vérifier plus en détail tout à l'heure, mais vous voyez que c'est une information qui peut être exhaustive selon le type d'événement qui est survenu et toute l'information pertinente est présentée de sorte que soit les équipes TI internes, soit les équipes TI qui vont faire le support technique qui pourrait peut-être être nos organisations, comme nous, pour notre client tel qui est en infogérance, par exemple, eh bien, on a plein d'informations très pertinentes pour être en mesure de mieux comprendre quelle est l'origine de l'alerte et poser les actions appropriées pour corriger ça. Un autre exemple ici, ce sont Jonathan faisait référence aux mises à jour qui sont absentes tout à l'heure sur les postes. Eh bien, vous pouvez voir ici, il y a plusieurs produits, et ce n'est pas que les produits Microsoft. Jonathan a fait l'exemple avec les mises à jour Microsoft tout à l'heure, mais il y a une panoplie d'autres logiciels qui existent sur les systèmes des entreprises. Et puis, ces autres systèmes-là, ces autres logiciels-là, si ils ont des versions désuètes qui deviennent des vecteurs d'attaque, eh bien, la plateforme les voit et les porte à notre attention pour pouvoir, pour qu'on puisse corriger ça puis appliquer les correctifs logiciels.
Et puis, si vous êtes dans un processus de conformité réglementaire ou normative, il y a même la possibilité, puis on le verra tout à l'heure, d'associer la surveillance de covalence avec des référentiels connus tels que ISO 27001, NIST ou d'autres. On pourra les voir tout à l'heure. Petit diagramme comme ça sur le réseau, des informations sur les services cloud, la provenance des gens qui se connectent. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations. La plateforme est riche en informations parce qu'elle recueille beaucoup d'informations, elle fait la corrélation de ça, puis elle les met en valeur pour qu'on puisse de façon plus intuitive et plus facile soit l'apprécier puis déterminer s'il y a une situation problématique pour nous ou pas. Pare-feu DNS, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. La section des rapports, qui elle aussi est pertinente et fort appréciée habituellement. Ça permet d'avoir un petit coup d'œil rapide sur ce qui se passe dans notre environnement informatique. Ici, on est en mesure de voir l'état de santé des différents systèmes qui constituent un environnement informatique. Donc, une organisation qui aurait 200 postes de travail pourrait voir la liste de ces 200 items-là, peut pouvoir voir l'état de santé de tout et chacun. Je tiens à vous rassurer, là, toutes les mises à jour critiques et les problèmes critiques, ce n'est pas l'environnement de notre organisation ou d'un client direct, c'est un environnement de démonstration, mais on pourra voir ça tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité de déterminer un peu le niveau de sensibilité de l'organisation, de la plateforme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut qu'elle intervienne. On va aussi aller voir ça dans quelques minutes dans la plateforme directement, puis vous pourrez voir un petit peu de quelle façon on peut préalablement dire à la plateforme ou MDR en quelles circonstances on veut qu'il soit automatique et qu'il pose des gestes versus les fois où est-ce qu'on, pour certaines entreprises, on va préférer qu'on soit complètement passif parce qu'on veut avoir une mainmise sur les activités. Je ne vois pas tout à fait quelle c'est la pertinence de faire ça, sauf si on n'a pas confiance à la plateforme, mais ça serait une possibilité. On peut paramétrer beaucoup les notifications qui nous sont acheminées. De cette façon-là, bien, ça va permettre aux gens d'être promptement avisés, puis d'avoir l'information, soit sous forme de courriel ou SMS, selon le type d'activité qu'ils veulent porter et qu'ils veulent être informés. Allons-y avec la démonstration maintenant. Bernard, pendant que tu te connectes, j'y vais avec une petite question dans le chat qui peut être intéressante pour commencer. Pourquoi choisir un MDR plutôt qu'un SOC? Pourquoi choisir un MDR plutôt qu'un SOC? Jonathan, avec moi? Moi, je pourrais y aller rapidement en disant le SOC, vous avez juste uniquement des gens qui sont là pour agir quand il se passe quelque chose. Tandis que le MDR, lui, il est là pour agir, oui, mais il y a une proactivité aussi qui est disponible avec le MDR, ce qu'on n'a pas avec le SOC. Donc, vous allez vous rajouter une couche de sécurité en ayant justement une proactivité là, dans la détection puis dans l'analyse des menaces du fait que le MDR, lui, va monitorer le réseau et les logs en permanence. Donc, lui, il n'attendra pas qu'il arrive quelque chose. Lui, il va détecter puis il va agir avant même qu'il se passe quelque chose. C'est sûr que pour qu'un SOC réussisse à être très efficace pour faire du très bon travail et puis être très, très, très proactif, il va avoir besoin de certains outils qui vont être en mesure de promptement recueillir l'information. Et souvent, un SOC, pour faire son bon travail, va être outillé avec soit des SIEM, donc des Security Information Event Manager, qui vont recueillir de l'information, ou soit des sondes qui vont être capables de vérifier si c'est bel et bien nocif ou pas, ou problématique comme information. Merci, Jonathan, d'avoir pris la balle au bon pour ça. Donc, dans les petites choses qu'on avait à cœur de vous démontrer ici, puis je vais y aller dans un certain ordre. Je vous avais parlé tout à l'heure des ARO, donc les Action, Recommendation et Observation. La première chose que je porterai à votre attention, c'est plus esthétique qu'autre chose, mais il y a la possibilité de l'avoir en affichage listé comme celle-ci ou d'y aller avec un volet latéral qui permet de déjà consulter l'information. Jonathan, petite alerte ici qu'on avait ciblée, qu'on souhaitait montrer aux participants sur la numéro 6 ici, sur
les outils d'accès à distance. Quelle serait la pertinence de ce genre d'alerte-là pour un environnement informatique? Ouais, ça pourrait vous donner une idée à savoir s'il y a un poste, par exemple, qui serait compromis dans le réseau puis qui accéderait à des serveurs, des serveurs de l'entreprise avec des comptes, par exemple, qui auraient été désactivés mais réactivés par un pirate, ou un compte qui serait compromis à l'interne et qui accéderait, par exemple, au contrôleur de domaine, justement par... Là, on parle de TeamViewer, Zen Anywhere, mais on aurait des alertes aussi pour ce qui est du remote desktop aussi, là. Donc, pour tout outil qui serait installé sans autorisation pour l'accès à distance au serveur, au poste ou à l'entreprise directement, il y aurait une alerte qui serait levée pour ça. Parfait. Puis, il y a toujours, comme dans la grande majorité des ARO, ben, il y a un niveau de criticité, il y a son statut, il y a ainsi que, bon, comment est-ce qu'on pourrait résoudre l'incident qui est survenu, et ensuite de ça, des recommandations ou des références pour venir nous appuyer dans notre décision. Un autre exemple ici avec la numéro 8, donc il y a eu un malware qui a été détecté. C'est le genre de choses qui est mis en lumière. Certains auditeurs, s'ils sont très, très attentifs, vont savoir qu'on a parlé d'automatisme pour bloquer. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi, dans l'environnement démo, il n'y a pas eu d'automatisme qui a bloqué ça, et plutôt que ça a été rapporté. Mais un des items qu'on regardait dans l'analyse, c'est que dans le cas présent, ça a été pris en charge par Microsoft Defender, mais il y a quand même une notification qui a été faite à la console de gestion. Ensuite de ça, un autre exemple qui pourrait être très intéressant, c'est la numéro 11 qu'on voyait tout à l'heure. Potentiel non usagé mot de passe compromis. Alors ça, c'est vraiment les attaques qu'on voit souvent, soit parce qu'il y a eu une mauvaise configuration d'authentification multifacteur, ou soit parce que le compte, malheureusement, a été compromis quand même une fois son authentification mise en place parce que l'utilisateur a peut-être fourni ses identifiants et son authentification sur une fenêtre malicieuse. Alors ici, il y a une forme d'analyse qui est faite, donc sur le compte de l'utilisateur ou l'utilisatrice dans le cas présent, et fait intéressant, aussi une représentation visuelle de l'activité jusqu'à tout récemment de la personne était en Californie, et tout d'un coup, il se retrouve à Beijing, en Chine. Donc, les statistiques sont intéressantes. Ça voudrait dire que la personne aurait parcouru 10 083 km en 13 minutes, ce qui est l'équivalent d'une vitesse de 46 541 km/h. Mais clairement, c'est utopique de penser que ça peut être légitime. Donc, ça lève des alertes qui, soit dans certains automatismes, vont automatiquement bloquer le compte, ou selon certains paramètres, seulement notifier pour investigation, selon le désir des personnes qui vont faire la gestion de la plateforme. Un dernier à vous montrer par curiosité, c'est-à-dire c'est une authentification de VPN. Et celle-ci, on va aussi vous donner un petit exemple de quelle façon la plateforme est quand même bien conçue pour soi. C'est correct que l'information ait été portée à l'attention du gestionnaire de la plateforme parce que ça dit que tel utilisateur ou utilisatrice a utilisé telle plateforme VPN pour se connecter. Mais si c'est vraiment légitime parce qu'on sait que cet utilisateur-là fonctionne avec cette plateforme VPN-là, eh bien, au moment de fermer l'alerte, on est en mesure de dire pourquoi on la ferme et si c'est pertinent ou non de nous réaviser si un tel incident survient encore. Comme ça, on va juste contribuer à améliorer les outils de notification et par exemple, dans le cas présent, si on sait que l'utilisateur ou l'utilisatrice utilise de façon continue ce VPN-là, on va juste dire à la plateforme d'ignorer ce genre d'incident-là. On va dire de le fermer. Une fois que c'est fermé, l'alerte en question, on ne la verra plus. Puis même si cette activité-là se produit à nouveau, même correspondance utilisateur et type de VPN, ça va être considéré comme n'étant pas une anomalie. Allons-y maintenant d'un point de vue plus gestion, pour ceux qui ça peut intéresser, surtout sur le volet profil de service. Je vous ai dit à quelques reprises tout à l'heure, c'est ici qu'on peut déterminer de quelle façon le MDR va se comporter.
Dans le cas actuel, la raison pour laquelle le MDR n'est pas intervenu pour isoler le poste de travail qui avait une activité de malware, c'est parce que par défaut, la plateforme est configurée à désactiver. On aurait pu la définir, une organisation pourrait déterminer de la mettre en mode limité, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'isolation manuelle qui va être faite, certaines formes de blocage, mais de façon un petit peu plus passive. Et dans le cas recommandé par la plateforme, c'est d'y aller avec l'approche qui est équilibrée. Donc, lorsqu'il y a une compromission qui est très sérieuse, donc isoler automatiquement un serveur comprenant des indicateurs de compromission forts ou des comptes qui sont soupçonnés comme ayant été compromis sur Microsoft 365, par exemple, ou Google Workspace, eh bien, en le mettant dans ce paramètre-là, ces automatismes-là vont, sans intervention humaine, apporter de correction, apporter l'isolation, puis interrompre la compromission sur le champ. Alors, pour éviter qu'une activité malicieuse continue pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, eh bien, les automatismes vont prendre l'action instantanément, puis vont corriger ça. Finalement, il y aurait d'autres portions, mais on est juste en portion démo, donc on va continuer comme ça. Possibilité d'avoir différents utilisateurs, paramètres DNS, c'est-à-dire la possibilité d'apporter de l'isolation, pas l'isolation, pardon, mais une forme de filtration sur les types de sites qui sont consultés. Il y a donc plusieurs catégories qui sont possibles à être paramétrées. Ça permet de venir épurer le type de navigation Internet que les utilisateurs d'une organisation vont faire. Par défaut, il y en a 3 qui ne peuvent pas être désactivés, c'est-à-dire les botnets, donc toute communication sortante qui cherche à avoir une résolution non vers un botnet va être annulée. Tous les logiciels malveillants puis les formes d'hameçonnage. Dès qu'une requête DNS qui cherche à convertir un nom en une adresse IP pour atteindre la destination sur Internet, dès que ça rentre dans ces critères-là, qui sont mis à jour de façon dynamique par les gestionnaires et les spécialistes de la plateforme, eh bien, il y aura des automatismes qui vont bloquer cette résolution de nom-là, évitant que le poste réussisse à se rendre à une destination qu'il ne faudrait pas, puis compromettre l'organisation complète. Allons-y avant de terminer avec les rapports et analyses. Parmi les rapports que nous avons ici, j'en ai déjà ouvert quelques-uns pour les porter à votre attention. Je vais en sélectionner un par titre d'exemple. Sommaire mensuel en exemple. Ici, là où j'aimerais porter votre attention, c'est le nombre d'événements. Il y a eu pour près d'1 Tb de données qui a été analysé dans ce démo-là, dans cet environnement démonstrateur-là. Il y a eu 1765 événements qui ont été évalués. Et de ces 1765 événements-là qui ont été évalués, seulement 6 ont fait l'objet d'un ARO. Donc, seulement 6 ont été suffisamment pertinents pour être rapportés dans la console afin d'attirer l'attention de ceux qui surveillent l'environnement informatique. Donc, vous voyez qu'il y a un imposant écrémage d'activités pour pas qu'on se retrouve à analyser 1765 activités ou événements, mais d'y aller avec seulement les 6 qui sont pertinents. Ensuite de ça, deuxième type de rapport, le rapport mensuel, que je peux vous montrer quand même assez rapidement ici aussi. Une multitude d'informations pertinentes, ça devient intéressant pour les organisations qui sont à la recherche d'une vision globale, puis avoir un peu d'état de la santé mensuel ou selon la fréquence qu'ils le souhaitent, pour voir comment est-ce que leur environnement informatique se comporte. Je vous ai montré rapidement les sites les plus fréquemment consultés. Des fois, ça permet de mettre en lumière certaines activités utilisateurs qui sont peut-être pas dans nos top priorités, puis d'amener des ajustements si nécessaire. Donc, encore des métriques intéressantes. Et pour compléter, un rapport qui, lui, est un petit peu plus, si mon souvenir est bon, ça c'est le rapport plus hebdomadaire, qui permet de mettre en lumière certaines informations aussi, du trafic réseau, des activités malicieuses, des ARO et autres. Et un exemple ici de comment est-ce que le portefeuille DNS s'est comporté. Eh bien, il y a eu pour 8124 activités ou de requêtes qui ont été bloquées parce que ça devait rentrer dans des catégories qui sont inappropriées.
Et si une personne veut en apprendre davantage sur ce détail-là, il n'y aurait qu'à cliquer sur le lien qui est proposé dans le rapport pour revenir dans la plateforme et aller chercher les statistiques plus granulaires qui sont là. Statistiques que la personne aurait pu venir chercher directement par la plateforme, mais c'est un exemple de possibilité de l'utiliser. Donc, c'est ce qui fait, somme toute, le tour de de la démonstration qu'on voulait vous faire. Jonathan, j'avais dit que je te laissais parler, mais ça a l'air que je n'ai pas vraiment fait ça. Je suis désolé. Écoute, tu étais bien parti, je t'ai laissé aller. C'est très gentil. Merci. On a une couple de questions, comme ça, on va pouvoir te faire intervenir, Jonathan, assurément. Bon point. Allons-y avec quelques questions que nous avons dans le clavardage. N'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes, là, mais on va en prendre quelques-unes, 3 ou 4 environ. Alors, on nous demande, est-ce que le MDR remplace le firewall physique Cisco, Fortinet ou autre? Moi, je connais bien la réponse, mais je te laisse aller, Joe. Ben, ça va être probablement la même réponse que toi. Non, ça ne remplacera pas un pare-feu physique. Le pare-feu physique, c'est votre serrure de sécurité pour votre entreprise. Donc, tout va transiger, puis ça va vous servir aussi de routeur. Donc, si vous remplacez le pare-feu par exemple, le MDR, vous n'avez plus de protection à l'entrée. Donc, vous avez juste une protection qui est en temps réel sur les postes et les serveurs, mais vous n'avez plus rien d'autre. Donc, ça vous prend absolument une protection à l'entrée de votre Internet. C'est bien comme ça que je vois les choses aussi. Là. On ne peut pas remplacer un équipement de réseautique qui a un rôle aussi important que le pare-feu par une solution de surveillance. Tout à fait. Super. Puis un peu dans la même veine, on dit dans votre exemple, Covalence semble profiter de la technologie Microsoft Defender. Diriez-vous que Covalence nécessite un antivirus traditionnel? Ben, en fait, je vais répondre à la première ligne. En fait, ils ne profitent pas de la technologie de Microsoft Defender, c'est juste qu'ils sont les deux compatibles ensemble. Donc, Covalence va relever l'information que Microsoft Defender va faire comme action sur les postes, mais ils ne profitent pas ni l'un ni l'autre du produit. Est-ce que Covalence nécessite un antivirus traditionnel? Oui. L'antivirus, comme le pare-feu, doit être installé sur les postes, puis à jour aussi. Donc, c'est une couche additionnelle de sécurité. Oui. Ça ne remplace pas la sécurité que vous avez déjà en place. Exactement. Super. Merci. Puis on continue avec quelques questions encore. Intéressant, on nous demande c'est quoi le rôle de MS Solutions là, dans la solution Covalence? Quel rôle on joue, nous, actuellement? OK. Bon, ben nous, la fonction qu'on a actuellement dans ça, assurément, on est des intégrateurs de cette solution-là. On est aussi un revendeur autorisé des licences associées à ce produit-là. Dans certains cas, pour la clientèle qui fait déjà affaire avec MS Solutions, on va aussi devenir un gestionnaire de la plateforme parce que très souvent, on dessert une clientèle qui soit qui ont peu de gens en TI à l'interne ou soit qui n'en ont pas. Donc, on peut venir jouer ce rôle-là aussi. C'est essentiellement ça notre fonction. On n'est pas à l'origine du développement de Covalence, on n'a pas cette prétention-là. Par contre, pour notre expérience d'avoir vu et côtoyé d'autres plateformes MDR, eh bien, on trouve que celle-ci est assez conviviale. C'est pour ça qu'on en fait la recommandation et l'intégration aux entreprises qui souhaitent l'utiliser. Super, intéressant. Puis aussi, c'est une entreprise canadienne, donc on est toujours fiers d'encourager nos collègues canadiens. Avant de passer à la question finale, là, parce qu'on a beaucoup de questions sur les prix, une autre question intéressante avant d'arriver là, si un événement de sécurité critique survient, qui prend en charge l'événement? Est-ce que c'est MS Solutions? Est-ce que c'est Covalence? Est-ce que c'est l'entreprise qui a adhéré au MDR? Comment ça fonctionne? OK. J'ai présenté parmi les dernières diapositives le niveau de personnalisation qu'on peut faire avec la plateforme, c'est-à-dire déterminer à quel point on veut que la plateforme, par ses automatismes, vienne intervenir et bloquer. Donc, si la question était dans le sens qui va être au front pour pouvoir promptement réagir,
les automatismes qui sont là sont de loin les plus efficaces. Puis c'est pas parce qu'on ne veut pas s'impliquer, c'est pas parce qu'on pense que les gens en entreprise ne sont pas capables de s'impliquer, c'est juste que c'est difficile de battre une solution technologique efficace qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une présence humaine. Bon, une fois l'événement survenu, si c'est un client qui est en gestion avec nous, bien, assurément, nous, de notre côté, parce que les clients qu'on a, très souvent, on a des ententes où on les accompagne puis on aide à passer à travers des soubresauts de cybersécurité. Donc, on va participer assurément dans la remédiation et la correction de la situation. Les entreprises qui décident de consommer des licences par notre intermédiaire, qu'on leur intègre et qu'ils ont leur équipe à l'interne, là, il est raisonnable de penser qu'à moins d'une entente particulière avec eux, ce seraient les membres de leur équipe qui ferait la gestion directement de ces incidents-là. Mais on a beaucoup de compétences à l'interne, donc on sera en mesure de façon ponctuelle, selon les cas, là, je ne vais pas me mettre la corde au cou, là, mais on serait capable, selon certaines circonstances, de pouvoir venir prêter main forte si requis, là, si ces entreprises-là, ces équipes internes-là avaient besoin d'une expertise qu'ils n'ont pas en interne. Parfait. Je pense que ça fait partie des avantages de prendre le produit au sein d'un fournisseur qui a les compétences pour accompagner aussi. Oui. Donc, on y va avec la dernière question. Là. Plusieurs nous posent la question sur le prix. Donc, à toi, Bernard. Oui, ça, c'est ceux qui ont déjà vu des webinaires où je suis présent, ils vont dire, ils répondent toujours la même affaire, ce gars. Ça dépend. Ça dépend toujours de plein de facteurs. Comprenez que c'est une solution qui est globale, donc ça va dépendre du nombre d'utilisateurs, ça va dépendre du nombre de sites géographiques, du nombre de sites physiques que les entreprises ont, le nombre d'équipements que ça va prendre pour faire la surveillance des activités réseau, le délai de rétention des journaux qui est souhaité. Donc, il y a plusieurs petits facteurs qui sont à mettre en considération, mais assurément, je pense que ça vaut la peine de juste demander d'avoir un entretien avec un spécialiste ou avec un directeur de compte chez nous, puis on évalue le besoin, puis on démystifie les choses, puis après ça, on a une offre de service, mais c'est difficile de donner un ordre de grandeur de tarif là, vite comme ça. Je suis désolé. Parfait. Bon, ben merci Bernard. De toute façon, ça vaut la peine d'évaluer les besoins, puis c'est de plus en plus accessible aussi, là, donc un petit coup de fil, puis on vous revient là-dessus rapidement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Bernard, Jonathan pour votre temps, votre préparation aussi. Cheyenne à la console. C'est un beau travail d'équipe, encore une fois. Et soyez avec nous en juin. On passe au webinaire le jeudi après-midi. On sait que plusieurs sont en congé le vendredi. Donc, les webinaires seront le jeudi en juin, pardon. Et on vous parle de la formation copilote dans notre prochain webinaire. Donc, merci tout le monde de votre intérêt aujourd'hui. Vous avez été nombreux. Et merci à notre belle équipe d'avoir été là. N'hésitez pas à nous faire un beau commentaire sur Google. C'est un peu notre appréciation de ce temps-là qu'on vous donne aujourd'hui. Merci, bon week-end. Merci. Au revoir.